Si je vous disais qu'on a cru pendant plus de 200 ans que la Californie était une île et qu'elle était représentée comme telle sur toutes les cartes du XVIe au XVIIIe siècle. Si je vous disais maintenant qu'il existait une erreur de calcul majeure dans l'équation de Newton qui n'avait été identifiée par un simple étudiant que 300 ans plus tard alors qu'elle faisait autorité jusque dans les années 90. Et si je vous disais enfin que jusqu'à récemment, on pensait que la consommation de sucre était indispensable à notre bon fonctionnement. Ah non, stop, pause. Ça, on le croit toujours, pardon. Oubliez. Reprenons. Je ne reviens pas sur le géocentrisme, la pratique des saignées pendant des siècles ou la recommandation du tabac par les médecins au XXe. Là, on enfoncerait carrément des portes ouvertes. Dans la nutrition, comme dans tout domaine scientifique, on se trompe. L'important n'est pas de ne pas faire d'erreurs, mais de les reconnaître et de s'ajuster. Une locution latine attribuée à Sénèque énonce ainsi très justement « Errare humanum est, persevare diabolicum ». Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Ça veut bien dire quelque chose, je vous rassure. L'erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur est diabolique. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler d'erreurs, et malheureusement pas d'erreurs passées, lointaines, celles qui nous font regarder de haut nos aïeux en nous permettant de nous estimer plus malins. Non, on va parler d'erreurs bien présentes, et en particulier d'erreurs de nutrition, qui, malgré les indices évidents, voire les preuves scientifiques, persistent dans la communauté des professionnels de santé, et, a fortiori, dans la population générale. Je vous propose donc une sorte de petite fiche de lecture d'un ouvrage majeur qui traite de ce sujet. Il s'agit, comme le titre de cette vidéo l'indique plus ou moins, d'un livre intitulé Lies My Doctor Told Me, ou en bon français, Les mensonges que mon docteur m'a proférés. C'est un livre écrit et publié fin 2017 par le docteur Ken Berry, un médecin américain qui s'intéresse de très près à la nutrition depuis de nombreuses années. Je vous avais d'ailleurs déjà proposé une excellente vidéo de sa part dans laquelle il explique exactement pourquoi compter ses calories est proprement stupide. Dans ce livre, le Dr Berry revient sur toutes les croyances en nutrition qu'il a lui-même entretenues et propagées en tant que médecin et de toutes ces mauvaises recommandations qu'il a faites auprès de ses patients malades alors même qu'il était lui-même obèse, diabétique et mal informé. Cet ouvrage a donc pour but de lutter contre ces croyances tenaces et ces fausses vérités, en les débunkant méthodiquement l'une après l'autre. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je n'évoquerai que les sujets les plus importants et pertinents. Nous ne nous attarderons donc pas forcément sur des chapitres plus secondaires, disons, comme ceux sur la consommation de calcium, la mesure de la TSH dans l'analyse de la fonction thyroïdienne ou encore la teneur en vitamine D du lait maternel. Sans plus attendre, voici donc les enseignements majeurs que ce docteur souhaite nous transmettre. Ne croyez pas votre médecin sur parole. Pour démarrer son livre, le Dr Berry nous met d'abord en garde. Un médecin n'est pas omniscient, il ne sait pas tout et il peut avoir tort. Il peut d'autant plus avoir tort que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la formation en nutrition des médecins est assez lacunaire. Mais ce n'est pas le seul problème. Les docteurs sont des personnes comme les autres, avec une vie et des responsabilités familiales et un métier particulièrement chargé. Sortis des études, rares sont les médecins à continuer de se renseigner ou de se tenir à jour dans des domaines vus, à tort ou à raison, comme secondaires. La nutrition en fait partie. Il écrit ceci. Le mensonge médical le plus puissant et le plus trompeur de tous est celui qui veut que votre médecin sache tout ce qu'il y a à savoir de la santé et de la médecine en général. Ce mensonge est souvent accompagné de son corollaire qui veut que les chercheurs en sciences médicales ont découvert tout ce qu'il y avait à découvrir et tout ce qu'il fallait savoir concernant le corps humain. En tant que médecin, je peux vous dire que j'adorerais tout savoir. C'est agréable quand des patients placent toute leur confiance en moi et partent du principe que je sais tout. Pourtant, j'ai rapidement réalisé plus jeune que non seulement il y avait des tonnes de savoir qui m'échappaient, mais qu'il en était de même pour mes mentors et mes professeurs. Les docteurs eux-mêmes tombent dans ce piège d'une croyance dans leur omniscience. C'est la nature humaine. Cependant, en tant que patient, ne vous faites surtout pas avoir par cela. C'est d'ailleurs un autre argument qu'il tient que je trouve très intéressant. Vous devez vous responsabiliser dans les décisions concernant votre santé. C'est impératif. Il croit beaucoup à une relation docteur-patient établie sur la base d'un partenariat et non pas sur un modèle descendant de l'expert au profane. Au passage, il rappelle un fait essentiel. Les études scientifiques sont malheureusement parfois incomplètes, voire biaisées. Et même si elles ne l'étaient pas, votre médecin n'aurait jamais le temps de toutes les lire, sans même parler de les lire correctement. Car parfois, la petite conclusion que vous lisez à la fin n'est pas toujours représentative des résultats provenant de l'étude elle-même. Mais ne nous égarons pas. Vive les graisses saturées! Qui n'a pas entendu plus d'une fois que la consommation d'acides gras saturés augmentait les risques cardiaques et ceux de devenir obèse? C'est probablement l'une des plus grosses idées reçues en nutrition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est tenace. Et pour cause, elle continue à être véhiculée par la plupart des institutions médicales et des professionnels de santé. Qu'en pense donc notre cher docteur? Que toutes les études, aussi larges et récentes soient-elles, se sont lamentablement plantées à faire la démonstration d'un lien de cause à effet entre consommation de gras saturés et augmentation des risques cardiaques. Au contraire, de nombreuses études ont montré une corrélation inverse. Pourquoi s'acharner alors?
Le fait que le gras de la nourriture et le gras de nos cellules adipeuses partagent logiquement la même dénomination pour être définis, Le gras? est un facteur qui contribue à ce contresens, le gras fait le gras, ce qui est une contre-vérité métabolique. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on perd du poids en régime cétogène malgré une très large consommation de lipides et d'acides gras saturés en particulier. Le vrai responsable de la formation de gras, c'est le sucre. C'est lui qui nous fait grossir. En partant d'un simple bon sens, le Dr Berry prend notamment l'exemple de l'engraissement des animaux de ferme. Cet engraissement se fait-il par la consommation de beurre ou tout autre produit riche en lipides ou par celle de maïs? La réponse est que pour les faire grossir, on bourre ces animaux de glucides autant que faire se peut. C'est notamment comme cela qu'on gave les oies pour produire du foie gras. Vous pensez qu'on est fondamentalement différent sur ce point? Renseignez-vous sur le développement de la stéatose hépatique non alcoolique et le lien avec la consommation élevée de fructose. Concernant les études elles-mêmes, on y viendra dans une prochaine vidéo et notamment sur tout le scandale lié à la plus importante d'entre elles menée par le docteur Ancel Keys, le fameux docteur qui s'est opposé à John Yudkin dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Le cholestérol n'est pas votre ennemi. Injonction classique parmi les classiques. De hauts niveaux de cholestérol dans le sang seraient dangereux et entraîneraient des risques accrus de maladies cardiaques. Qu'en est-il? Notre bon Dr Berry commence par pointer un fait important. La valeur en dessous de laquelle un niveau de cholestérol est considéré comme acceptable n'a pas arrêté de baisser avec le temps. Mécaniquement, décennie après décennie, de plus en plus de patients remplissaient donc les critères pour la prescription de statine. Quel heureux hasard! Bref, le cholestérol est-il un danger? Faut-il l'éliminer? Surtout pas. Il est indispensable pour le bon fonctionnement de notre corps et indispensable à l'ensemble de nos cellules. Le cholestérol est notamment impliqué quotidiennement dans des centaines de processus de réparation du corps. Il nous permet de synthétiser la vitamine D et est précurseur de nos hormones sexuelles. D'accord, le cholestérol c'est bien, mais trop de cholestérol c'est forcément mauvais, non? Eh bien, un certain nombre d'études tendent à démontrer que le vrai danger ne vient pas d'un trop haut niveau de cholestérol, mais plutôt d'un niveau trop bas de celui-ci. Un haut niveau pourrait même, d'après le Dr Berry et les études qu'il nous cite, nous protéger d'un très grand nombre de maladies, incluant des risques de cancer. Certaines études vont même jusqu'à montrer que les personnes âgées avec un niveau de cholestérol élevé ont une mémoire plus efficiente et moins de risques de démence que celles avec un niveau de cholestérol bas. Il conclut: je prédis qu'un jour, l'histoire se retournera sur la théorie du cholestérol, des maladies cardiovasculaires en découlant et de l'ère des statines comme une période de grande honte et d'humiliation dans l'histoire de la médecine. Le blé est mauvais pour nous. On commence doucement à en revenir, mais la croyance selon laquelle le blé, et notamment le blé complet, contribuerait à une bonne alimentation et serait un facteur positif de santé reste assez présente. Pourquoi est-ce une erreur? Déjà car le blé hybride que l'on consomme de nos jours n'a rien à voir avec celui que consommaient nos ancêtres. Il est beaucoup moins digeste, beaucoup plus riche en gluten et beaucoup plus inflammatoire. Et ensuite parce que son index glycémique est catastrophique. Le docteur prend ce simple exemple. L'index glycémique du pain, même complet, est parfois plus élevé que celui du sucre de table. Consommer 2 tranches de pain augmenterait la glycémie plus rapidement que ne le ferait une cuillère de sucre pur. Il rappelle alors que les pics glycémiques et insuliniques sont les premières causes du développement de l'obésité et autres affections chroniques de cet ordre. Il écrit ainsi: la vérité, c'est que de la cataracte à l'arthrose des genoux en passant par des niveaux élevés de triglycérides ou de glucose dans le sang, tout est lié à la consommation régulière d'aliments riches en blé. Vous pouvez pourtant facilement trouver les quelques minéraux et vitamines présents dans le blé dans d'autres aliments bien plus sains et avec un index glycémique plus bas. Un dernier fait intéressant qu'il soulève est celui de la démonstration faite de l'activation des récepteurs opiacés dans le cerveau par la consommation du blé. Le pain et les pâtes vous rendent accro. À titre personnel, une fois sur deux, lorsqu'une personne m'appelle pour un accompagnement, la première peur évoquée est celle de ne pas réussir à se défaire de leur aliment préféré. 9 fois sur 10, l'aliment en cause, c'est le pain ou les pâtes. Les pyramides alimentaires classiques sont inefficaces. Vous savez de quoi on parle, ces magnifiques pyramides poussées par la plupart des professionnels de la nutrition classique et qui font la part belle aux céréales, aux féculents, tout en participant à la diabolisation des lipides. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? La réponse va vous surprendre. Non. Il n'existe aucun fondement scientifique sérieux démontrant que les personnes suivant les recommandations de ces pyramides alimentaires bénéficieront d'un poids sain ou d'une meilleure santé en général. Voilà ce qu'en dit le Dr Berry. Sur quoi se base-t-il alors? Sur un fait simple. Depuis que les humains existent, ceux-ci ont été minces, en bonne santé et sans diabète 99,9% de leur existence en tant qu'espèce. Pourtant, nous ne mangions pas de céréales ni de produits laitiers pauvres en gras. Bien au contraire. Les régimes alimentaires de nos ancêtres pouvaient avoir leurs particularités selon la région où ils vivaient, avec plus ou moins de plantes par exemple, qui étaient au passage largement plus faibles en glucides qu'aujourd'hui globalement. Mais la constante absolue, c'est qu'aucun d'entre eux ne consommait jusqu'à peu de céréales, de produits sans matière grasse et de grandes quantités de sucre et de féculents transformés. Et étant donné que notre corps n'a pas fondamentalement changé depuis, il paraît pourtant logique que nous nous tournions vers l'alimentation qui a permis à nos aïeux de survivre pendant des centaines de milliers d'années et même plus, plutôt que de suivre une pyramide faussée qui a à peine 30 ans et qui est loin d'avoir fait ses preuves, bien au contraire. Le sport ne fait pas maigrir.
Alors vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, mais malheureusement, le sport c'est super, c'est excellent pour le moral et pour le corps de bien des manières, mais ça ne vous fera probablement pas maigrir. Dans ce chapitre, le Dr Berry parle notamment d'une soixantaine d'études d'envergure ayant démontré que l'exercice physique était un outil très peu efficace pour la perte de gras. Pourquoi le croit-on alors? Parce qu'on se base sur tout le délire calorique, et justement, la mesure calorique est inadaptée. You need to maintain a calorie deficit. No, you don't, you moron. Calories are heat. C'est littéralement impossible de passer à côté de cette théorie tellement elle est ancrée dans notre imaginaire commun. Perdre du poids, c'est dépenser plus de calories qu'on en consomme. C'est simple, sauf que c'est complètement faux. La définition des calories, l'estimation de leur quantité dans les aliments, leur équivalence entre elles, leur pertinence par rapport à notre fonctionnement métabolique et biochimique, il n'y a absolument rien qui va. Pour tout comprendre et éviter les redites, je vous renvoie à ma traduction du même docteur qui, en 10 minutes, détruit cette théorie en vidéo. Les fibres ne sont peut-être pas nécessaires à notre alimentation. La sacro-sainte fibre. Non, pas celle-là. La fibre alimentaire vue comme un indispensable pour un transit intestinal correct et sans laquelle nous serions condamnés à la constipation chronique et au syndrome du côlon irritable. Qu'en pense le Dr Berry? D'abord qu'il n'existe aucune étude randomisée sérieuse et capable de démontrer l'indispensabilité d'un apport de fibres dans notre alimentation. Seulement des études observationnelles basées sur des questionnaires sur la fréquence de consommation des aliments appelés FFQ pour Food Frequency Questionnaire. Pour un certain nombre de raisons, les résultats provenant de ce type d'études ne peuvent être pris pour argent comptant. Avant tout parce qu'il s'agit de données déclarées et non avérées. Or, une personne, ça se souvient mal, ça estime mal, voire ça ment. On peut tromper 1000 fois une personne. Bon, déjà une fibre, c'est quoi? Le docteur l'a définit comme une matière indigeste d'origine végétale qui passe à travers le système digestif et qui est évacuée dans les selles sans avoir été altérée. Il faut noter qu'il ne fait pas de distinction dans ce chapitre entre les fibres solubles et insolubles. Alors, est-ce que c'est indispensable? Le problème, c'est qu'il est très difficile d'isoler les causes dans une étude de ce genre. Il écrit ainsi: la plupart des gens qui incluent des fruits et légumes riches en fibres dans leur alimentation tendent à adopter un régime alimentaire plus équilibré et à vivre une vie plus saine que les autres. Ils fument moins, boivent moins d'alcool et mangent moins de nourriture ultra transformée. Dans la plupart de ces études, ces variables ne sont pas contrôlées et pourraient tout aussi bien expliquer les résultats obtenus. Durant la majeure partie de leur existence sur la planète, les humains ont mangé beaucoup de viande grasse et quelques légumes. Ils mangeaient aussi occasionnellement des baies, des fruits, voire du miel quand ils en trouvaient. Mais c'était rare. Rien n'indique que nos ancêtres faisaient un effort particulier pour ajouter des fibres à leur alimentation. Déroutant, non ? Pourtant, il semble exister, et il les évoque, certaines études démontrant qu'une consommation faible de fibres pourrait au contraire être corrélée à un risque plus faible de constipation et d'irritation du côlon. La fibre en excès pourrait même agir comme un antinutriment, empêchant la bonne absorption de certaines vitamines et minéraux nécessaires à notre bon fonctionnement. Ça donne matière à réflexion. La viande rouge n'est pas cancérigène. Encore une idée reçue qui a la peau dure d'après le docteur. La consommation régulière de viande rouge augmenterait les risques de cancer et notamment de cancer du côlon, et ce discours est directement soutenu par l'OMS qui conseille de limiter sa consommation au strict minimum. Mais il y a un problème. Cette recommandation ne repose sur aucune étude correctement contrôlée et randomisée capable de démontrer un lien de cause à effet entre consommation de viande rouge et augmentation du risque de cancer. Il écrit: cette recommandation se base sur des études observationnelles qui montrent une corrélation légère entre les deux. Les données provenant de ces études sont toutes issues de questionnaires sur la fréquence de consommation des aliments. Pourtant, il est difficile de répondre à des questions comme « Combien de travers de porc avez-vous mangé dans les 3 derniers mois ?» Et les participants vont plutôt être amenés à donner une estimation. Et le fait que ce genre d'études soit ni randomisé ni en double aveugle implique que les idées préconçues de leurs auteurs peuvent s'immiscer dans les résultats, ce qui est souvent le cas. On retrouve ainsi le même genre de problème que pour le point précédent, à savoir que les variables ne sont absolument pas contrôlées. Il explique donc, beaucoup de gens qui mangent énormément de viande rouge ont tendance à fumer et à boire beaucoup d'alcool, qui sont des facteurs de risque de cancer. Si ces variables ne sont pas contrôlées, elles peuvent amener à de fausses conclusions. En parlant de tabac, il explique d'ailleurs que la déduction faite de son caractère cancérigène provient d'études épidémiologiques. La différence majeure étant que les fumeurs démontrent un risque 15 à 30 fois plus élevé de développer un cancer du poumon, là où dans le cas des consommateurs de viande rouge, on arrive très péniblement à un risque d'1,5 fois supérieur. Or, en dessous d'un risque supérieur à 2 fois celui d'un individu lambda, les chercheurs ne prêtent normalement jamais attention aux résultats qui ne sont pas vus comme concluants.
Dernier argument du docteur, la consommation de viande rouge n'est pas un fait nouveau. On en mange depuis au moins 200 000 ans. En vérité bien plus, mais je me contente de ce qu'il écrit. On en mangeait déjà bien avant de cultiver des céréales, de fermenter le vin ou de faire du fromage. C'est ce qui nous a nourris, c'est ce qui nous a permis d'évoluer. Certains experts estiment que c'est grâce à la consommation de viande rouge et riche en lipides que notre cerveau actuel est aussi gros et développé. Si la science veut nous faire croire que ce qui nous a nourris pendant aussi longtemps est mauvais pour nous, les données se doivent d'être absolument irréfragables et accablantes pour soutenir cette hypothèse. Comme on l'a vu, ce n'est pas exactement le cas. Il explique au passage aussi dans un autre chapitre que la viande grillée n'est pas cancérigène non plus, mais la vidéo se fait longue, donc on va passer au chapitre qui est peut-être le plus important. Donc si vous souhaitez qu'on aborde ce sujet, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire et on en fera une prochaine vidéo. Vous n'avez pas besoin des glucides. Vous devez manger plein de glucides tous les jours pour faire correctement fonctionner votre corps et votre cerveau. C'est un impératif absolu, du moins c'est ce qu'on nous répète en boucle. Sauf que c'est faux. Oui, je sais, c'est choquant. Vous ne vous y attendiez pas du tout si vous me suivez depuis un moment. Mais bon, quels sont les arguments du Dr Berry sur ce sujet? D'abord, de nombreux peuples connus de la communauté scientifique ont une alimentation dépourvue ou quasi dépourvue de glucides. Il prend notamment le cas très intéressant des Inuits. Ils vivent dans des régions où très peu de plantes peuvent pousser et en conséquence, plus de 90% de leur alimentation est composée de protéines et de graisses animales. Baleines, phoques, caribous, morses, ours polaires, etc. Quelques mois dans l'année, quand ils en trouvent, ils mangent de très petites quantités de baies, de racines et de tubercules. On peut pas dire que ce soit la fête du sucre et on est très loin des recommandations des professionnels habituels de la santé qui poussent à consommer plusieurs centaines de glucides par jour. Le peuple s'est-il éteint pour autant? Absolument pas. Le Dr Berry écrit « L'anthropologue Stephenson a vécu parmi les Inuits pendant plusieurs années au début du XXe siècle et était tellement impressionné par leur état de santé qu'il a adopté leur alimentation. Quand il est retourné aux États-Unis et a fait part de ses découvertes, il a été ridiculisé. Pour prouver la véracité de son témoignage, il a accepté d'être monitoré pendant une année complète en ne mangeant que de la viande. Il n'a développé aucune carence et est resté en parfaite santé à la surprise des sceptiques. Bien entendu, les Inuits ne sont pas les seuls exemples actuels. On retrouve des comportements alimentaires plus ou moins similaires chez les Maasai, les Samburu et les Rendilles en Afrique de l'Est, chez les indigènes dans la Tchoukotka en Russie, chez les tribus nomades de Mongolie, les Sioux de Dakota du Sud ou encore les Gauchos du Brésil. Et on ne parle ici que du présent. Mais comment se fait-il que tous ces gens-là survivent? Comment se fait-il qu'on n'ait pas besoin de glucides malgré l'injonction qu'on connaît? Je le laisse répondre. Il n'existe aucune preuve physiologique ou anthropologique attestant d'un besoin quotidien de glucides pour l'homme. Certaines cellules du corps humain ont besoin de glucose, certaines cellules du cerveau et des yeux aussi. Cependant, le foie est parfaitement capable de créer ce glucose indispensable via un procédé du nom de néoglucogénèse. Et puisque le foie est capable de produire autant de glucose que nécessaire pour que ces cellules fonctionnent parfaitement, nous n'avons pas besoin de glucides dans notre alimentation. Il n'existe aucune étude démontrant un besoin quelconque en glucides journaliers. Le foie peut convertir et les acides aminés et les acides gras en glucose pour nourrir les cellules qui en ont besoin. Vous n'avez pas besoin de manger des glucides. Sa conclusion. Son dernier chapitre est adressé à ses confrères médecins et démarre assez fort avec un retentissant « honte sur vous ». Il réalise un bilan sur l'évolution du métier et regrette cette tendance des médecins à la distraction, au désenchantement et au manque d'attention, voire, plus grave pour lui, au manque d'intérêt. Bien évidemment, tous les médecins ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y a un passage en particulier que je trouve très fort et on conclura la vidéo dessus. Souvenez-vous, chers collègues, on ne fait pas de médecine, on pratique la médecine. Cela implique que nous sommes censés nous améliorer année après année. Est-ce le cas? Vos patients vous font une confiance aveugle. Ils sont potentiellement mis en danger par vos pilules et vos procédures, tout comme par votre indifférence face à la vérité et face à votre appât du gain. Internet a donné accès à vos patients à plus de connaissances scientifiques que les meilleurs docteurs pourraient avoir. Et si ce fait vous ennuie, alors vous avez un problème. Il viendra un jour où votre profession ne sera pas plus respectée que celle des politiciens. Vous perdrez votre titre d'expert et de guérisseur et on vous verra comme des êtres prétentieux qui ont souvent tort. Il existe aujourd'hui des gens sans formation particulière qui postent des vidéos sur YouTube qui donnent de meilleurs conseils en nutrition et en perte de poids que vous. Tous les jours, de nouvelles vidéos sont postées par des gens de tous horizons qui ont une meilleure compréhension que vous de la nutrition et de la prévention en santé. Si ça vous énerve, tant mieux. Je veux que vous soyez furieux. Je veux vous réveiller avant que vous ne ruiniez la pratique de la médecine pour nous tous. Voilà, c'est enfin fini. J'espère que cela vous a plu, auquel cas un like est apprécié, tout comme un commentaire dans lequel vous pourriez par exemple me dire ce qui vous a le plus surpris, plu ou même déplu, et pourquoi. Et si mon contenu vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.